Bonjour à tous. Il est 29, mais on va commencer. Les retardataires éventuels nous rejoindront en cours de route. Je vous remercie à tous de vous être connectés ce soir pour notre premier webinaire expert témoin sur les protocoles de soins non programmés en officine. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir le programme et les intervenants. Donc, nous allons avoir une première partie présentée par le docteur Frédéric Richard, qui est pharmacien dans notre territoire et surtout membre du bureau, qui va nous expliquer donc les deux protocoles dont on va parler ce soir. Ensuite, nous aurons le médecin-chef Savigny Hélène qui nous a rejoint, qui est donc directrice médicale et responsable d'unité de pathologie infectieuse et tropicale de l'hôpital d'instruction des armées de l'Aveyron, qui nous parlera des limites et des risques, ainsi que des retours de terrain et cas cliniques. Nous aurons la possibilité de poser des questions à la fin de chaque partie aux différents intervenants. Je vais vous demander de garder vos micros et éteintes pour pouvoir garder le plus possible de connexion pour l'ensemble. Quand on est nombreux, ça peut entraîner des bugs si tout le monde a la caméra allumée. Par contre, si vous avez des questions, voilà, je vous invite à utiliser le chat en attendant que la présentation se termine ou une fois que la présentation est terminée, vous pouvez les poser en levant la main, pardon. Donc, je vais tout de suite donner la parole au Dr Frédéric Richard pour pouvoir vous présenter la première partie. Merci Carole. Écoutez, je vais donc dans un premier temps, comme vous l'a dit Carole, présenter ces protocoles de soins et comment ils ont été mis en place dans les pharmacies. Tout d'abord, donc je parlerai du cadre réglementaire. Donc ces protocoles de soins, ces protocoles cystite et angine ont été mis en place pour faciliter l'accès aux soins des patients et puis pour permettre aussi de renforcer le rôle des pharmaciens au sein du système de santé. Au départ, ces protocoles de soins étaient, enfin cystite et angine, avaient la possibilité d'être réalisés dans le cadre de protocoles nationaux de coopération. En juin 2024, une modification de la législation a fait passer ces protocoles dans le droit commun. Donc aujourd'hui, nous pouvons réaliser ces dépistages, angine ou cystite, en pharmacie directement sans avoir recours à ces protocoles de coopération. On peut donc faire le diagnostic et dispenser des antibiotiques sans ordonnance. Le prérequis pour pouvoir faire ces dépistages est d'avoir suivi une formation spécifique qui est donc obligatoire pour tous les pharmaciens qui veulent se lancer dans ces dépistages. Donc, je parlerai aussi de la rémunération de ces dépistages. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit ces dépistages peuvent être faits sur présentation donc d'une ordonnance conditionnelle qui a été établie par le médecin du patient. Dans ce cas-là, la rémunération pour le pharmacien est de 10 euros, non délivrance d'antibiotiques. Si le patient se présente sans ordonnance conditionnelle, on a donc la possibilité de faire ces dépistages. Et la rémunération, s'il n'y a pas délivrance d'antibiotiques, est de 10 euros. Par contre, s'il y a délivrance d'antibiotiques, dans ce cas-là, la rémunération sera de 15 euros pour le pharmacien. Donc, dans un premier temps, je vais présenter les protocoles cystites simples. Alors, tout d'abord, quelle est la cible de ces protocoles? Ce sont euh, des femmes de 16 à 65 ans, présentant des symptômes urinaires récents, donc des brûlures à la miction, dysurie, polachyurie, donc des fréquences, des envies d'uriner plus fréquentes, et des mictions impérieuses. Attendez, je suis vraiment en arrière, je suis un peu trop loin. Non, c'est bon. Donc, sur présentation d'ordonnance conditionnelle, comment ça se passe en officine? Donc, la patiente, dans ce cas-là, c'est des patientes âgées de 16 ans ou plus. Il n'y a pas de limite d'âge supérieure. Donc, ils se présentent à la pharmacie avec une ordonnance conditionnelle établie par le médecin.
Donc, il faut obtenir l'accord de la patiente pour réaliser ces bandelettes urinaires. Si on obtient l'accord de la patiente, on réalise tout simplement la bandelette urinaire selon le protocole établi par le fabricant des bandelettes. Et si la bandelette, enfin, le résultat est positif, on délivre à la patiente les antibiotiques qui ont été prescrits sur l'ordonnance conditionnelle. Par contre, si le test est négatif, donc on ne délivre pas l'antibiotique et on va inscrire sur l'ordonnance le résultat du test en disant qu'il n'y a pas eu de délivrance d'antibiotiques. Dans le cas où il n'y a pas d'ordonnance conditionnelle, donc la patiente va se présenter à la pharmacie en nous faisant part de ses symptômes. Donc on a la possibilité de réaliser ce protocole cystite directement sans avoir sans qu'elle ait vu au préalable un médecin. Mais dans un premier temps, il va falloir tout d'abord exclure d'éventuels critères d'exclusion d'urgence. En effet, dans certains cas, dans certains cas, on ne pourra pas réaliser le test. Il faudra orienter d'urgence la patiente vers des services d'urgence ou toute structure adaptée. Donc, c'est dans le cas où la patiente présente une fièvre supérieure à 38 ou inférieure à 36. Et dans le cas où les symptômes laisse envisager une pyélonéphrite, donc notamment des douleurs au niveau des lombaires, au niveau des flancs, présence de vomissements, de diarrhée ou de douleurs abdominales. Dans ces cas-là, il faut orienter la patiente directement vers des services d'urgence. Ensuite, une fois qu'on a exclu ces critères d'exclusion d'urgence, on va passer en revue les critères d'exclusion pour lesquels on ne pourra pas réaliser, si la présence d'un de ces critères, on ne pourra pas réaliser le protocole de cystite. Tout d'abord, ça peut être dans les cas où le recueil d'informations est insuffisant, soit par difficultés de communication avec la patiente, du fait de problèmes de langage, ou alors un manque de compréhension de la patiente. Ça peut être aussi dans les cas où il y a une grossesse qui est connue ou qui n'est pas exclue, ou enfin lorsqu'il y a des signes gynécologiques comme des leucorrhées, des prurites vulvaires ou vaginales. Ensuite, dans le cas où la patiente vous relate le fait d'avoir fait des cystites à répétition, plus de 3 épisodes durant l'année qui s'est écoulée, ou alors un épisode non résolu durant les 15 derniers jours qui précèdent la venue de la patiente à la pharmacie. Ensuite, autre cas, lorsqu'il y a des anomalies urologiques, notamment des anomalies anatomiques de l'arbre urinaire, avec présence de résidus vésicales, d'un reflux, d'une lithiase, présence d'une tumeur, ou alors il y a eu des gestes récents au niveau de l'arbre urinaire, notamment des sondages. Ensuite, lorsqu'il y a des problèmes au niveau du système immunitaire de la patiente, soit qu'elle est atteinte d'une maladie comme le VIH, ou alors qu'elle est sous traitement qui vont avoir un impact sur son système immunitaire. Donc des traitements comme les traitements anti-rejet ou alors des traitements de maladies auto-immunes qui peuvent avoir une incidence sur l'immunité de la patiente. Si la patiente porte un cathéter veineux implanté, ou alors si elle souffre d'insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30. De même, si elle est sous traitement antibiotique pour une autre pathologie, ça va l'exclure du protocole cystite, ou alors si elle a pris des fluoroquinolones durant les 3 derniers mois, parce que là, il y a des risques de sélection de germes résistants. Donc, ça exclut également, ça l'exclut de pouvoir bénéficier du protocole cystite. Donc, si l'un de ces critères est positif, on ne pourra pas pratiquer ce protocole. Enfin, en dernier lieu, il va falloir exclure tout signe de gravité. En effet, si la patiente a une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ou une fréquence cardiaque supérieure à 110, une fréquence respiratoire supérieure à 20 par minute et enfin une température mesurée supérieure à 30 ou inférieure à 36. Dans ces cas-là, il faudra orienter la patiente directement vers un service d'urgence. Elle ne pourra pas ne pourra pas faire le protocole sur cette patiente.
Donc, si on a exclu tous les signes d'exclusion graves, les signes d'exclusion moins graves ou alors enfin, les signes de gravité, on peut réaliser ce dépistage. Donc, on va avoir recours à des bandelettes urinaires avec deux paramètres minimum. Donc, il faut au minimum que ces bandelettes puissent détecter des leucocytes et des nitrites. Et ensuite, on va faire excusez-moi, ces bandelettes urinaires sur des urines dont le recueil remonte à moins de 2 heures avant le test. Donc, ce test, on va le réaliser donc, sur les urines avec donc des bandelettes. Il faut un temps de réaction qui est variable suivant les fabricants, mais de l'ordre d'à peu près 5 à 10 minutes. Si le test est positif, le test est réputé positif s'il y a au moins un des deux paramètres qui sort positif, soit leucocyte, soit nitrite. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir proposer à la patiente de lui délivrer des antibiotiques. En première intention, l'antibiotique qui est recommandé est la phosphomycine, avec une posologie de 3 grammes en péros en prise unique. En cas de contre-indication de la phosphomycine, soit en cas d'allergie ou alors en cas de contre-indication liée à d'autres traitements, on peut lui proposer de la pivmécylinam, c'est le Selexid 200, à la posologie de 400 mg 2 fois par jour en péros sur une durée de 3 jours. Ensuite, une fois que le test a été réalisé, il est important de souligner qu'il faut donc que tout l'interrogatoire de la patiente, toutes les informations recueillies durant l'interrogatoire, les constantes qui ont été mesurées, le résultat du test et la délivrance d'antibiotiques, tout ça doit faire l'objet d'une transmission au médecin traitant. Donc les documents qui sont générés doivent être transmis au médecin traitant et aussi, dans la mesure du possible, implémenter le dossier médical partagé de la patiente si le dossier a été créé. Là, je vous donne des exemples de documents qui peuvent être générés. Alors, suivant les logiciels que l'on utilise en pharmacie, certains logiciels permettent déjà de créer ces documents. Donc là, vous avez donc un compte-rendu de test qui a été réalisé. Donc, vous avez l'identification du patient avec son âge, ses coordonnées, la personne qui a réalisé le test, le type de test qui a été réalisé et le résultat. Là, je vous présente donc une ordonnance type qui sera remise au patient, lui permettant donc d'avoir toutes les informations concernant la prise d'antibiotiques. Et enfin, voici voilà, une lettre de liaison, une lettre type qui pourra être envoyée au médecin traitant de la patiente pour qu'il soit tenu informé du fait que sa patiente a eu une cystite. Donc voilà pour les cystites simples. Mais je voulais vous signaler aussi que les infirmières ont la possibilité de réaliser ces protocoles cystites dans le cadre de protocoles de coopération standard. Donc, ce n'est pas inscrit dans le droit commun. Donc, ça peut être fait donc dans le cas de protocole, ça veut dire qu'en fait, il faut que ce soit des protocoles rédigés, validés. Et il faut que il faut créer une équipe qui sera déclarée auprès de l'ARS. Cette équipe comprend donc l'infirmier, l'IDE qui va réaliser le test, le médecin qui supervise et la structure de soins coordonnés qui chapeaute tout ça. Donc ça peut être une MSP comme une CPTS. Ensuite, autre chose à souligner qui est important, c'est un dispositif qui a été créé par l'URPS des sages-femmes, qui s'appelle donc CBU Résiste, et donc qui ont créé une vidéo que l'on peut trouver notamment sur YouTube, qui pourrait être qui est amenée à être diffusée, notamment dans les cabinets des médecins, dans tous les lieux recevant en fait des patients qui rappelle la conduite à tenir en cas de cystite, qui rappelle aussi toutes les erreurs qui sont traditionnellement commises donc en cas de cystite et qui donne les solutions qui peuvent être apportées aux patientes. Donc, à savoir comment elles peuvent justement trouver des professionnels de santé à disposition pour pouvoir régler ce problème de cystite dans les meilleurs délais. Donc, voilà ce que j'avais à dire donc, sur les cystites. Maintenant, je vais vous présenter les protocoles angine.
Donc, de la même façon, ces protocoles angine ne ciblent pas tous les patients. Il faut d'abord que ce soit des patients qui ont un âge supérieur ou égal à 10 ans, 3 ans dans le cadre des ordonnances conditionnelles. Et ce sont des patients qui présentent donc un mal de gorge provoqué ou augmenté par la déglutition. Voilà. Concernant donc ces protocoles, ils peuvent être faits dans le cadre d'une ordonnance conditionnelle, comme pour les cystites. Donc cette ordonnance délivrée par le médecin est donnée donc au patient ou à son représentant s'il s'agit d'un enfant. Donc le patient arrive à la pharmacie. On va d'abord obtenir l'accord de ce patient ou de son représentant pour réaliser le TROD. Si on a l'accord, on réalise tout simplement le TROD. En cas de résultat positif, il y a dispensation de l'antibiotique qui a été prescrit. Et si le résultat est négatif, donc pas de dispensation, en mettant la mention, en précisant donc sur l'ordonnance la mention qu'il n'y a pas de dispensation d'antibiotiques. Si le TROD n'arrive pas à réaliser le TROD, parce que parfois c'est pas évident de réaliser un TROD sur un enfant âgé d'un peu plus de 3 ans, donc bien penser à dire le médecin traitant que le TROD n'a pas pu être réalisé et qu'il doit être revu par le praticien. Dans les cas où il n'y a pas d'ordonnance conditionnelle, donc comme pour les cystites, on a la possibilité de réaliser le TROD angine, mais il va falloir, de la même façon, il va falloir exclure tout critère d'exclusion d'urgence. En effet, si le patient présente une fièvre supérieure à 39,5, ou alors pour les enfants, s'ils présentent des troubles digestifs importants, comme des diarrhées ou des vomissements, il faudra dans ce cas-là orienter le patient directement vers un service d'urgence. S'il n'y a pas de critères d'exclusion d'urgence, on va donc passer en revue tous les autres critères d'exclusion. Donc, de la même façon que pour la cystite, si le recueil d'informations est insuffisant pour des problèmes donc, de compréhension, on va exclure le patient. S'il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans qui présente des éruptions cutanées, on va l'exclure. Si la durée des symptômes, enfin la durée d'évolution des symptômes est supérieure à 8 jours, dans ce cas-là, on ne réalisera pas le TROD. Pour tout patient revenant d'un voyage à l'étranger, notamment dans les pays tropicaux, depuis 2 à 5 jours, ou alors pour lequel la vaccination antidiphthérique ne peut pas être prouvée, ou alors la vaccination n'a pas été réalisée, on va l'exclure. Pour les patientes qui présentent une grossesse avérée ou non exclue, les sujets présentant une immunodépression, sujet VIH ou sous traitement immunosuppresseur, les insuffisants rénaux sévères, les personnes en cours de traitement antibiotique ne pourront bénéficier pardon, de ce TROD. Enfin, les patients qui ont eu plusieurs épisodes d'odinopathie, c'est-à-dire 3 épisodes durant les 6 derniers mois, ou alors un épisode durant les 15 derniers jours, de la même façon, ne pourront pas bénéficier d'un TROD. Enfin, les patients pour lesquels ils présentent une contre-indication aux antibiotiques qui sont indiqués dans le traitement de l'angine. Et enfin, les patients porteurs d'un cathéter veineux implanté. Donc, tous ces critères, si l'un de ces critères est mis en évidence, donc on ne pourra pas réaliser le TROD, il faudra réorienter le patient vers son médecin en lui suggérant vivement que la consultation ait lieu dans les 24 heures. Alors, ensuite, avant de pouvoir réaliser le TROD, il faut aussi exclure tout signe de complications locales. Donc, ces signes qui laissent penser à une forme grave d'angine sont essentiellement donc, une fièvre supérieure à 39,5. De la même façon, comme pour les cystites, s'il y a des signes d'altération grave des constantes avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, une fréquence cardiaque supérieure à 110 par minute, une fréquence respiratoire supérieure à 20 par minute. De plus, si le patient présente
des difficultés pour respirer ou pour parler, ou alors des signes de trismus, une hypersalivation, ou alors des douleurs cervicales ou des torticolis qui entraînent une gêne au niveau des mouvements de la tête. Donc, si l'un de ces symptômes apparaît, orientez immédiatement le patient vers une consultation médicale d'urgence. Maintenant, quand faire ce test? Le test ne va pas être fait systématiquement. Donc, pour les patients de moins de 15 ans et qui n'ont aucun critère d'exclusion, pas de signe de gravité, on réalisera le test. Pour tous les patients d'un âge supérieur ou égal à 15 ans et qui ont un score au test de Mac-Isaac supérieur ou égal à 2, on pourra réaliser le test. Ce test de Mac-Isaac, on va donc recueillir un certain nombre d'informations. Donc, on va demander si... Et toutes ces informations vont permettre donc de graduer, d'avoir un score. Donc, ça va être l'absence de tout. L'absence de tout, pardon, compte pour 1 point. La présence d'adénopathie cervicale antérieure sensible compte pour 1 point. Une température supérieure à 38 compte pour 1 point. Des atteintes au niveau des amygdales avec des amygdales enflées ou alors avec des exsudats, ça compte également pour 1 point. Les personnes de plus de 45 ans, on compte 1 point en moins. Donc, en faisant le total, si on a un score supérieur ou égal à 2, dans ce cas-là, et que le patient, bien sûr, a plus de 15 ans, on va réaliser le TROD. Donc, le TROD, comment ça se passe? Alors là, je vous ai présenté avant de passer au TROD, je vous ai présenté un modèle de test de Mac-Isaac qui a été réalisé. Donc, dans ce cas-là, le score qui a été obtenu pour ce patient est de 0 et on ne réalisera pas le dépistage. On ne fera pas le TROD. Donc, le TROD, on va utiliser des bandelettes. Il y a beaucoup de labos qui fabriquent ces bandelettes. Donc, ces kits sont constitués donc d'une petite, enfin, d'un d'un petit tube, pardon, dans lequel on va mettre 2 réactifs. Et il y a une bandelette qui sera trempée ensuite dans ce réactif une fois que le prélèvement s'est fait. Dans le kit, on a également des abaisse-langues et des écouvillons. Donc, on va demander au patient d'ouvrir la bouche, de tirer la langue, de dire Ah, et on va essayer de faire le prélèvement au niveau des amygdales, aux endroits les plus enflammés, en faisant attention d'éviter de toucher les joues, la langue, pour ne pas contaminer l'écouvillon. Et faire attention lorsque l'on retire l'écouvillon de ne pas le contaminer. Ensuite, on plonge l'écouvillon dans le tube qui contient les réactifs. On presse bien l'écouvillon et on plonge la bandelette à l'intérieur. On laisse la diffusion se faire, il faut à peu près compter 5 à 10 minutes. Bien faire attention que la barre de contrôle apparaisse. Si la barre de contrôle n'apparaît pas, le test n'est pas significatif, il ne peut pas être interprété. Et donc ensuite, si vous avez 2 barres, la barre test et la barre contrôle qui apparaît, le test est déclaré positif. S'il n'y a qu'une seule barre, la barre contrôle qui apparaît, le test est déclaré négatif. Donc, en cas de test négatif ou alors si le score de Mac-Isaac est inférieur à 2, dans ce cas-là, on va recommander au patient donc, de prendre un traitement symptomatique local, des pastilles, un spray pour la gorge pour calmer les douleurs, calmer l'inflammation. On va de la même façon pouvoir lui proposer du paracétamol pour gérer la douleur. Et on lui recommandera, s'il n'y a pas d'amélioration des symptômes d'ici 3 jours, de consulter son médecin. En cas de test positif, dans ce cas-là, on peut lui délivrer un antibiotique. En première intention, ce sera l'amoxicilline qui pourra être délivrée. Alors, chez l'adulte, la posologie sera de 1 gramme 2 fois par jour pendant 6 jours. Et chez l'enfant, la posologie sera de 50 mg par kilo et par jour en 2 prises pendant 6 jours. En cas d'allergie à l'amoxicilline ou de contre-indication, on pourra basculer sur des céphalosporines, alors 2e génération, la céfuroxime, ou alors la cépodoxime, céphalosporine de 3e génération. Alors, comme pour la cystite, il est recommandé donc d'imprimer tous les documents résumant donc, ce qui a été réalisé, donc le recueil d'informations, l'interrogatoire du patient, avec donc, tout le recueil d'informations, les constantes qui ont pu être recueillies, le résultat du test et l'ordonnance de délivrance des antibiotiques. Tous ces documents, de la même façon, devront être transmis
au médecin traitant et implémenté sur le DMP du patient s'il existe. Alors là aussi, je passerai rapidement. Donc, c'est le même type de document que tout à l'heure. Donc, document présentant le résultat du test. Document délivrance donc, de l'antibiotique avec la posologie, les conseils d'utilisation qui seront remis au patient. Et enfin, la lettre de liaison qui sera transmise au médecin traitant. Donc voilà pour les deux protocoles. Avant de passer la parole au docteur Savini, je voulais juste aborder avec vous les perspectives, parce qu'aujourd'hui, nous réalisons des dépistages des cystites et des angines, mais il y a beaucoup d'autres protocoles qui pourraient être mis en place, et c'est peut-être à nous donc de réfléchir au sein de la CPTS à ce que l'on pourrait mettre en place pour améliorer la prise en charge des patients. Donc rapidement, je voulais citer rapidement la possibilité de pouvoir renouveler et adapter le traitement chronique de certains patients dans le but d'éviter les ruptures de traitement. Parfois, il est difficile aux patients d'avoir des rendez-vous assez rapidement parce que les médecins sont malheureusement surchargés. Et puis, on est confronté à des problèmes de rupture d'approvisionnement de médicaments. Donc, pouvoir mettre en place des protocoles qui nous permettraient donc de pouvoir renouveler les traitements dans le cas de certaines pathologies, comme les traitements antihypertenseurs, des patients diabétiques, des patients asthmatiques, mais toujours selon protocole, en suivant les recommandations de l'HAS et en accord avec le médecin du patient. De la même façon, on pourrait aussi envisager d'autres types de protocoles, comme pour les patients asthmatiques ou souffrant de BPCO, afin d'optimiser l'usage des traitements inhalés et surtout d'améliorer l'observance. En pratique, on pourrait donc mettre en place des ateliers d'éducation à l'usage des dispositifs d'inhalation. Trop souvent, les patients ne savent pas comment utiliser leurs dispositifs ou les utilisent mal, ce qui fait que notamment les traitements chroniques sont peu ou pas efficaces et les patients ont souvent trop recours aux traitements de secours. On pourrait donc dans ce cas-là aussi faire des dépistages des signes de déséquilibre et essayer de trouver la cause. Donc parfois c'est effectivement un mésusage ou parfois aussi une inobservance au traitement chronique. Mais parfois aussi il y a un échappement à ce traitement et donc envisager en accord avec les médecins de pouvoir adapter les traitements de fond ou les traitements de secours. Ensuite, on pourrait aussi réaliser des dépistages ou des suivis de l'hypertension artérielle afin de repérer de façon plus précoce les problèmes d'hypertension chez des patients à risque en organisant donc des prises de tension au sein de l'officine selon des protocoles prédéfinis en fonction des facteurs de risque des patients, d'essayer de calculer le risque cardiovasculaire et de transmettre tous les résultats au médecin traitant afin d'avoir son avis et pour pouvoir initier ou adapter le traitement du patient. Ça peut se faire dans le cadre de protocoles ou dans le cadre d'actions de téléexpertise, d'actes de téléexpertise que l'on pourrait mettre en place. Ensuite, moi j'avais pensé à la possibilité et ça se fait aujourd'hui dans certaines régions, notamment du côté de Lyon, des dépistages précoces des mélanomes ou des cancers cutanés. Aujourd'hui, donc on sait très bien que le dépistage des lésions cutanées, euh, plus le dépistage est fait précocement, meilleur sera donc le pronostic pour le patient. Aujourd'hui, il existe des dispositifs qui permettent donc d'acquérir des clichés très précis. Et donc, en ciblant des patients qui ont un phototype à risque, on pourrait faire des dépistages à plus grande échelle, envoyer les clichés pris sur ces patients afin de les faire analyser dans le cadre pareil, de protocoles, enfin, d'actes de téléexpertise, en mettant en place donc, en ayant recours donc à des spécialistes qui seraient disponibles pour pouvoir analyser ces clichés et si le dépistage, euh, ce dépistage permettrait donc de mettre en évidence des lésions et de faire entrer les patients de façon plus rapide dans une prise en charge plus efficace. Enfin, on pourrait aussi aborder les problèmes urinaires chez l'homme.
Donc, on a parlé de la cystite essentiellement chez la femme, mais les problèmes donc, de prostate chez l'homme pourraient être également abordés dans le cadre de protocoles coopératifs. Voilà, donc ce que j'avais à dire sur les protocoles, je voulais terminer aussi également en vous disant que, également, comme pour les cystites, les IDE ont la possibilité de réaliser ces TROD angines dans le cadre de protocoles de coopération standard. Mais bien sûr, ça n'est pas inscrit malheureusement dans le droit commun pour les IDE, donc ce qui ne facilite pas les choses. Voilà, je vais donc passer la parole au docteur Savini pour la suite de cette soirée. Merci, merci Frédéric. Du coup, on va pouvoir effectivement passer la parole au docteur Savigny. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. Je pense que la présentation a été assez claire et je pense que tout le monde attend justement la suite de la présentation avec les limites et les risques et les cas cliniques. Donc, je vous laisse 10 secondes pour poser des questions éventuellement tout de suite. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir poursuivre avec le docteur Savigny. Bonsoir. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. C'est tout bon? Ouais, parfait. Bon, comme on vous l'a dit, je suis Hélène Savigny, je suis infectiologue, donc c'est une spécialité qui diagnostique et traite les infections plutôt compliquées en fin de compte. Moi, je suis le recours quand la ville ne peut pas prendre en charge les patients pour des problèmes notamment diagnostiques. Donc, je suis à l'hôpital Laveran dans le service d'infectiologie. Donc, j'étais très intéressée par ces protocoles puisque, comme je vous le dis, j'ai rarement à prendre en charge une cystite non compliquée. Mais c'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet de savoir un petit peu, nous, en tant qu'hospitalier, quelle est notre place parmi le parcours du patient infecté. Donc, on m'a demandé de parler un petit peu des limites et des risques des protocoles. Vous les avez vus, ils sont extrêmement, on va dire, complets, exhaustifs en termes des critères d'exclusion, justement pour limiter au maximum les risques pour le patient et la collectivité. Alors, je ne sais pas si je peux passer les diapos ou si j'essaye. Non, je ne peux pas les passer, je pense. Vous pouvez demander le partage, au niveau du partage, pardon, vous pouvez demander le droit de passer les diapos. Au niveau du partage, alors attendez. Je sais pas. Plus, pardon. Paramètres, c'est ça? On est peut-être trop de co-hôtes, donc on est en train de voir pour supprimer. Parce que je suis pas Oui, c'est ça. J'ai pas les droits. Ah bon, du coup, on aurait dû le prévoir avant, mais c'est pas grave. Je vais passer si vous voulez les diapos. Oui, dans ce cas-là, Voilà, si vous voulez passer. Ouais. Donc, les principaux risques à éviter, c'est avant tout pour le patient. C'est-à-dire de passer à côté d'une pathologie grave qui nécessiterait une prise en charge hospitalière ou médicale. Alors tout d'abord, c'est les risques de gravité loco-régionale. Hein, vous en avez entendu parler lorsque le docteur Frédéric Richard parlait des critères d'exclusion. C'est tout ce qui est extension, absédation au niveau loco-régional. Donc pour les infections urinaires, ce qu'on craint, c'est la pyélonéphrite aiguë essentiellement, ou les abcès rénaux qui peuvent compliquer une infection urinaire. Donc vous connaissez bien les signes. Là, ce qui différencie, c'est une fièvre, une douleur lombaire qui peut vous orienter vers cette complication.
Et puis au niveau des angines, ce qu'on craint, c'est le phlegmon périamygdalien qui est un peu un abcès au dépend de l'amygdale et qui nécessite une surveillance, voire un drainage chirurgical par un ORL ou un maxillofacial. Et puis ce qu'on craint un petit peu, qui est plus rare, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lemierre. C'est donc une extension locorégionale de l'angine avec une thrombose de la veine jugulaire qui a pour conséquence un œdème facial et aussi des emboles infectieux vers les poumons. Donc ça, c'est, on va dire, les 3 grands types de gravité locorégionale qu'on doit rechercher et pour lesquels le protocole, vous l'avez bien compris, ne pourra pas s'appliquer. On peut passer ? Alors, et puis après, là, lorsque l'infection continue, ce qui nous embête, ce sont les signes de gravité systémique. Et là, clairement, ça reste hospitalier. C'est tout ce qui est sepsis ou choc septique. Alors, vous savez qu'on n'utilise plus le terme sepsis sévère, on utilise le terme sepsis ou choc septique qui correspond finalement à une réaction inappropriée immunitaire de l'hôte envers l'infection qui est après responsable de dysfonction d'organes. Alors, je vous ai mis là les définitions, donc qui reposent essentiellement pour le sepsis par un score qui s'appelle le score SOFA, dont vous voyez certains critères, notamment hépatiques ou rénales, sont biologiques. Évidemment, en ville, vous ne pourrez pas avoir ces éléments biologiques. Donc, ce que vous pouvez utiliser tout à fait, et ça fait partie des critères d'exclusion qu'on vous a mentionnés, c'est le Quick SOFA, où vous voyez, ce sont des critères cliniques, avec une dyspnée et une fréquence respiratoire accrue, des troubles neurologiques et puis, bien évidemment, une hypotension. Donc, ces 3 signes-là, quand même, doivent vous orienter rapidement vers un sepsis, voire un choc septique, et donc orienter le patient vers l'hôpital. Et ça, dans un délai extrêmement court, on parle d'une golden hour, c'est-à-dire pour les chocs septiques, il faut prendre en charge le patient par antibiothérapie, par remplissage vasculaire, le plus rapidement possible. On peut peut-être passer. Alors, à part ces critères, on va dire cliniques, d'extension locorégionale et systémique, eh bien, évidemment, il y a le terrain qui compte. Et le terrain, c'est essentiellement les critères d'immunodépression ou d'immunomodulation. Vous savez que pour une femme enceinte, on ne parle pas d'immunodépression, on parle d'immunomodulation parce que son système immunitaire est adapté à la présence de quelqu'un d'autre. Et donc, ces 2 critères doivent nous faire porter attention parce que effectivement, ça peut faire des infections soit plus rapidement évolutives, plus compliquées, ou bien avec des bactéries, des virus ou des champignons qui sont différents dans ce qu'on peut voir dans la population habituelle. Donc, il faut bien prêter garde à ces patients qui peuvent s'altérer très rapidement et là aussi doivent être orientés vers un recours médical assez rapide. On peut passer. Et puis après, c'est l'erreur de diagnostic, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas une cystite, c'était pas une angine, et donc là, effectivement, le traitement qu'on peut mettre dans le cadre de ces protocoles ne sera pas efficace. Là aussi, vous avez vu que les protocoles les mentionnent. Moi, je vous demande de prêter vraiment attention parce que peut-être que le protocole ne le détaille pas assez sur les infections sexuellement transmissibles. Avec les angines, plusieurs pathologies peuvent être évoquées et ressembler à une angine comme une syphilis, un monkeypox, ou bien même d'autres maladies qui ne sont pas infectieuses comme les hémopathies.
Pour la cystite également, faites attention aux infections sexuellement transmissibles, notamment chlamydia et gonocoque. Il faut y prêter attention, et aussi un diagnostic beaucoup plus courant, mais qui parfois peut être difficile à différencier au niveau clinique, ce sont classiquement les candidoses vaginales et vulvaires qui peuvent, selon les patientes, nous orienter vers un diagnostic erroné. Voilà ce que je voulais vous dire pour les erreurs diagnostiques. On peut peut-être passer. Et puis après, de réalisation. Alors, avec le Covid, on est tous un petit peu aguerris maintenant à ces tests et à ces fonctionnements, mais il peut y avoir quand même des erreurs, notamment l'ABU, c'est pas si évident parfois. Alors, je sais qu'il existe, je ne sais pas si vous les avez en officine, mais des lecteurs de bandelettes urinaires qui permettent d'être plus objectifs, plus sensibles dans leur lecture, et d'éviter des diagnostics soit faussement positifs, soit faussement négatifs. Et de manière identique pour les angines, où là, malheureusement, on n'a pas d'aide, on va dire, technologique de ces tests. Mais après, ça reste quand même très accessible. On peut passer, peut-être. Et enfin, et là, c'est à la fois pour le patient et à la fois pour la collectivité, c'est que le traitement qu'on va prescrire en ville, il ne couvrira pas les bactéries multirésistantes. Et donc là, l'interrogatoire va être essentiel pour essayer de détecter les facteurs de risque de résistance bactérienne qui sont une antibiothérapie récente, on l'a vu, une hospitalisation longue, un retour de voyage notamment et surtout lorsqu'il y a eu une hospitalisation dans le pays en cause. Vous savez qu'il y a une épidémiologie avec un gradient nord-sud concernant les résistances des bactéries. Et donc, on va, chez les patients qui ont voyagé, craindre un portage et donc une infection secondaire avec des bactéries comme des résistantes, comme des BLSE, c'est-à-dire des bactéries qui produisent des bêta-lactamases de spectre élargi, ou même des bactéries résistantes au carbapénem, qui sont des antibiotiques à très large spectre qu'on peut utiliser, mais qui sont en augmentation dans ces pays essentiellement tropicaux, notamment Maghreb, Asie du Sud-Est, États-Unis et le Moyen-Orient, bien évidemment. Alors après, vous allez sans doute me poser la question, oui, mais si on met un traitement antibiotique, est-ce qu'on risque de faire des résistances? En fait, le choix des molécules qui a été fait pour le traitement de ces infections en ville sont des traitements qui ont un spectre relativement étroit et qui sont pas utilisés pour d'autres pathologies, donc qui induiront pas des résistances qui vont nous embêter pour la suite de la prise en charge. Et en plus, vous l'avez vu, ce sont des traitements courts, soit en prise unique, soit de 3 jours. Et ces traitements courts, on sait qu'ils induisent moins de résistance. Donc, en fait, c'est pas faut pas que ça soit un frein à la prescription de ces antibiotiques-là, qui restent des antibiotiques relativement épargnant les résistances. Donc voilà les principaux risques, les principales limites de ces protocoles qui risquent encore une fois, qui sont extrêmement diminués par l'exhaustivité des facteurs d'exclusion de ces protocoles qui s'ils sont réalisés dans les règles de l'art, ne poseront pas de véritables problèmes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour cette première partie. Après, je vais vous faire travailler.
Non, pas de questions particulières? Carole, on continue ou... Alors, j'ai une question sur WhatsApp. Pas du chat. Le chat, je vois rien, je crois. Non, sur le chat, non, mais je l'ai vu sur le WhatsApp. Alors, attendez, je vais retrouver. C'était sur la bandelette urinaire, si je me rappelle bien. C'était sur que dépiste la bandelette urinaire en dehors de l'infection urinaire, si je me rappelle bien de la question. Pardon, la question? Qu'est-ce qu'on peut détecter sur la bandelette urinaire en dehors d'une infection urinaire? Ah oui, plein de choses. On peut... alors, vous aurez sur la bandelette urinaire, ce qui peut vous forcer à avoir un recours effectivement médical, bah, c'est une glycosurie importante, une cétonurie qui peuvent évoquer un diabète décompensé. Parfois, la polacurie est confondue avec la polyurie, c'est-à-dire que l'augmentation de la fréquence urinaire est confondue avec l'augmentation de la diurèse, qui peut être un signe d'un diabète de novo ou au moins un diabète déséquilibré. Donc ça peut vous orienter. Vous pouvez avoir une protéinurie également sur la bandelette qui peut vous poser question et pour laquelle effectivement il faudra un avis médical. J'ai retrouvé la question que j'ai reçue. J'avais une deuxième question qui avait été posée en amont et qui concerne aussi la bandelette urinaire. Mais c'était par rapport à la plus-value qu'il pouvait y avoir entre la bandelette urinaire faite dans le cadre du protocole cystique en pharmacie, comparée à la bandelette urinaire qui pourrait être faite à domicile et contrôlée éventuellement par une infirmière si besoin. Donc, alors, quelle est c'est ça la différence d'interprétation entre la bandelette urinaire faite en ville et celle faite Au domicile, parce que certains en patients, officine avec un lecteur de bandelette, c'est ça? il peut y avoir la pharmacie qui a le lecteur de bandelette Le ou lecteur, ouais. des pharmaciens. On augmente la sensibilité. Ouais. C'est-à-dire que c'est dur à dire, mais la machine est meilleure que notre œil pour la lecture. Elle est plus sensible. Et en plus, avec la bandelette urinaire, il y a comment dire, un différentiel de lecture individuelle. C'est-à-dire que Carole, vous allez peut-être pas lire comme moi une bandelette urinaire. C'est comme ça parce que on a des acuités visuelles différentes, des sensibilités visuelles différentes. Et ça, la machine permet de s'en affranchir. Il y a une autre, en fait, la question, je pense, qui était derrière aussi, c'est, je pense, des infirmiers qui se posent la question, quels bénéfices ils ont pour leurs patients à envoyer le patient à la pharmacie pour faire une bandelette urinaire dans le cas où le pharmacien n'aurait pas de lecteur par rapport à une bandelette qui est à domicile chez leur patient, chez le patient tout seul. Je pense que, Bah, je pense que c'était un peu ça la question. d'accord, pardon. Alors, bah, je ne sais pas si en officine, tout le monde n'a pas le lecteur. Après, de toute façon, pour le pharmacien, pour un problème d'identitovigilance, il va falloir qu'il ait le patient sous les yeux pour délivrer l'antibiotique. Je pense qu'il y a que quelque chose qu'on pourrait rajouter aussi, c'est le fait que ces bandes urinaires, ils sont inscrits dans le cadre d'un protocole avec justement toute la vérification des exclusions, des complications locales, etc. Et c'est pas forcément le cas actuellement à domicile, même si Parce que la question, c'est est-ce qu'on pourrait appliquer ce protocole complètement à domicile, c'est ça? probablement que c'est l'évolution que souhaiteraient certains infirmiers. Donc, à part la limite sur le lecteur qui est encore plus compliqué à Ah ouais, le reste du oui, protocole, pour probablement. l'instant, ça rentre pas, on est complètement hors protocole. Donc, peut-être qu'un jour, on y viendra. Après, là, ça reste quand même, l'officine, c'est quand même une unité où on peut faire le diagnostic et le traitement, et délivrer le traitement. Donc, pour l'instant, moi, je trouve pas ça illogique. D'autant plus que, a priori, pour l'instant, les officines se sont armées avec, vous avez vu tous les documents, tous
tous les documents nécessaires, les lettres de liaison, les de traçabilité qui sont pour l'instant indispensables. Après, bien sûr, ça pourra évoluer. Mais le lecteur de bandelettes urinaires, scientifiquement, a été démontré comme meilleur que la lecture à l'œil. D'ailleurs, à l'hôpital, on n'a plus que ça. Merci beaucoup pour votre réponse. J'espère qu'on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer à la suite de la présentation. Ok, alors là, pour ce qu'on va faire, je vais vous faire parler. On va essayer de s'entraîner un petit peu, de se mettre en situation. Alors, je ne sais pas si vous voulez utiliser le chat ou votre micro. Les deux sont possibles, mais en tout cas, si c'est possible d'être un petit peu interactif, parce que moi, les réponses, je les ai déjà, je vais travailler dessus. Donc, n'hésitez pas, soit sur le chat, soit en micro, ce sera avec plaisir. Donc, c'est des cas très faciles. Il n'y a pas de piège, mais des choses qui doivent vous faire réagir. D'accord? Alors, on peut passer peut-être le premier? Alors, c'est un patient de 27 ans, sans antécédents, qui présente une dysurie et des brûlures mictionnelles depuis 48 heures environ. C'est son premier épisode. Il n'a pas d'antécédents, pas de traitement, rien de particulier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Vous lui dites que c'est pas grave. Vous l'adressez en officine, vous l'adressez au service d'accueil des urgences ou à son médecin traitant. Qu'est-ce que vous choisissez parmi tout ça? Il y avait une question de savoir si c'était un homme. On a répondu dans le chat, oui, c'est bien un homme. Oui, c'est un homme. Très bien. Donc, c'est là, clairement, un homme. On peut passer peut-être. On peut passer la dia. Voilà, médecin traitant dans les 24 heures. Vous voyez, c'est facile. Hein. Il n'y a pas de piège. Effectivement, on peut passer. Je vous rappelle les critères d'inclusion. C'est bien les femmes qui sont concernées. Pour nous, l'infection urinaire de l'homme, c'est toujours compliqué. Et donc, ça ne rentre absolument pas dans ce protocole. Le traitement, il est différent. Il est plus long parce qu'il faut avoir un antibiotique qui pénètre bien dans la prostate et de manière plus longue. Donc, clairement, là, vous avez tout à fait raison. Ce patient-là, il ne faut pas l'inclure, l'envoyer à l'officine qui ne pourra pas l'inclure. Il faut l'orienter soit vers le médecin traitant assez rapidement, hein, si c'est un début de prostatite, il ne faut pas traîner, on dit 24 heures, ou au SAU si vraiment vous avez des critères de gravité. Vous avez des questions pour ce premier cas? C'est simple. Alors après, on a une patiente de 45 ans, sans maladie chronique, qui consulte pour des brûlures mictionnelles depuis 48 heures, avec des frissons pour lesquels elle a pris du paracétamol il y a 3 heures. Là, en ville, elle est à... Alors, je vois que vous me dites urgence. Pourquoi? Pourquoi les urgences? Qu'est-ce qui ferait que vous ne l'incluriez pas dans le protocole? Les frissons qui vous orienteraient vers quoi? Vers une pyélonéphrite? Ok, on va passer. Si on peut passer. Effectivement, même si elle est apyrétique, elle a quand même pris du paracétamol. Il y a des frissons. Peut-être que si vous interrogez bien, vous avez aussi des douleurs lombaires, etc. Donc oui, effectivement. Après, le SAU, bien évidemment, c'est une solution. Après, je sais qu'il y a des médecins traitants qui, pour une pyélonéphrite non compliquée, peuvent la prendre en ville
lorsqu'il n'y a pas des critères d'attention. Donc, mais effectivement, c'est une prise en charge médicale qui est indiquée. On peut passer. Effectivement, donc dans les critères d'exclusion qui vous évoqueraient ça, il y a la fièvre rapportée ou l'hyperthermie, méfiez-vous. Les patients qui ont une bactériémie, c'est-à-dire un bacille gram négatif, qui est une entérobactérie classique qu'on voit dans les infections urinaires, qui passe dans le sang, vous pouvez avoir une hypothermie et c'est un signe de gravité. Donc, n'hésitez pas, même une hypothermie doit vous faire, on va dire, orienter le patient vers un recours médical rapidement. Et puis, comme je vous ai dit, vous avez les autres signes d'une pyélonéphrite. Donc, la douleur des fosses lombaires, la percussion des fosses lombaires douloureuses, c'est un classique. Mais parfois, vous pouvez avoir des douleurs abdominales du flanc ou de la fosse iliaque qui doivent quand même vous orienter vers ça. Et souvent, vers les pyélos, il y a des nausées, il y a des vomissements parce qu'il y a un iléus réflexe, un tube digestif qui marche moins bien à proximité du rein. Et donc, tout ça, ça doit nous évoquer une pyélonéphrite qui, là, comme je vous l'ai dit, doit faire débuter un traitement antibiotique qui est différent de celui des protocoles avec, et une échographie dans les jours qui suivent lorsqu'il n'y a pas de critères d'alerte. Voilà, vous pouvez passer. On a une question. Le paracétamol peut du coup fausser la mise en œuvre du protocole? Oui, fausser la mise en œuvre, non, si votre patient rapporte pas de frissons, pas de fosse lombaire. Alors après, souvent, si les gens ont pris du paracétamol, il faut bien leur demander s'ils ont eu de la fièvre. Et surtout, si votre patient, par exemple, il a pris du paracétamol pour une douleur, qu'il n'y a pas de frisson rapporté, pas de fièvre rapportée par le patient ou de fièvre objectivée, il faut quand même, là, je vais dire, il va falloir muscler les conseils donnés à la patiente en sortie, c'est-à-dire surveiller sa fièvre et si elle a la moindre fièvre, consulter aux urgences. Oui, mais effectivement, la question se pose et c'est quand même intéressant d'interroger le patient sur la prise de paracétamol quand même. Et puis, une autre étiologie dans les critères que vous avez, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui évoque des infections gynécologiques, notamment candidose ou des infections sexuellement transmissibles, un prurite vulvaire, une leucorrhée, doivent vous alerter, mais ça fait partie encore une fois du protocole, donc c'est bien pris en charge par le protocole et normalement si le protocole est bien suivi, eh bien ces patients seront réorientés. Un autre cas clinique, donc c'est une patiente de 56 ans sous anti-TNF-alpha c'est une biothérapie pour une polyarthrite rhumatoïde qui consulte pour une pollacurie et des mictions impérieuses depuis 24 heures. Alors, qu'est-ce que vous faites? Toujours pareil, rien. Vous l'envoyez à la pharmacie, aux urgences, au médecin traitant. Oui, effectivement, là, on en a déjà parlé. Cette patiente, elle est considérée comme immunodéprimée parce qu'elle a une biothérapie qui est immunodépressive dans le cadre d'une maladie auto-immune. Donc là encore, le protocole ne s'applique pas ou s'il s'applique, c'est vraiment, ces médicaments peuvent être utilisés, mais ça sera sous contrôle médical rapproché et avec une réalisation d'un ECBU, d'un examen cytobactériologique des urines pour avoir la bactérie en cause et son antibiogramme, c'est-à-dire les antibiotiques auxquels elle est résistante pour guider l'antibiothérapie. Donc là, effectivement, cette patiente ne rentre pas dans le cadre de cela. Donc là, je vous ai rappelé les différents critères d'exclusion dont on a déjà parlé,
qui doivent vous faire exclure la patiente du fait de ses comorbidités. Là encore, l'interrogatoire, il est essentiel pour les éliminer. Mais ça reste des critères tout à fait accessibles à l'interrogatoire. Alors, quatrième cas, c'est une patiente de 39 ans qui est déjà venue en officine il y a 10 jours pour une cystite traitée par pilmécylinam. Elle revient car elle revient parce qu'elle a des brûlures mictionnelles sans fièvre. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Oui, médecin traitant, pourquoi? On peut passer la dia, mais oui. Alors, mais dites-moi, qu'est-ce que vous craint? Exactement. On peut passer, là, je vous conseille effectivement le médecin traitant dans les 24 heures. Il y a un risque de résistance bactérienne parce qu'elle a déjà été traitée. Donc là, clairement, elle va falloir qu'on fasse un examen cytobactériologique des urines pour éliminer une résistance, soit au traitement qu'elle a eu, soit une autre résistante, et même réaliser pour elle une imagerie un peu plus précoce réaliser une imagerie afin d'éliminer un abcès qui pourrait compliquer une infection urinaire qui serait passée inaperçue. Là, dans le protocole, vous avez vu sont évoqués les fluoroquinolones. Effectivement, les fluoroquinolones, mais beaucoup encore dans les infections urinaires, et ce sont des antibiotiques qui ont la particularité de créer rapidement des résistances. Et ça a été largement prouvé. Quand vous donnez des fluoroquinolones, il y a une déstabilisation de la flore, il y a émergence de bactéries résistantes qui ne seront pas couvertes par le traitement que vous allez mettre en place. Donc, voilà. Un autre cas, une patiente migrante roumaine de 17 ans, sans antécédents, vient vous voir qu'elle présente des brûlures mictionnelles depuis ce jour, sans fièvre, sans douleur lombaire. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on me dit officine. Alors pourquoi pas? Ça, ouais, moi j'aurais. Alors, effectivement, tout ça, c'est ce cas n'est pas si simple. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Effectivement, elle est mineure, donc il faut qu'il y ait le parent qui soit présent et qui donne son accord. Il faut qu'elle parle bien français pour bien qu'elle décrive ses signes. Il faut qu'elle ait ses droits ouverts. Donc, à voir. Selon le cas, ça peut se discuter. On peut passer. En tout cas, dans ce cas-là, il va falloir vraiment considérer le patient dans toute son intégralité. Et là, sur ce cas-là, il va falloir un petit peu composer, comme vous pouvez le faire, et au moindre doute, l'adresser soit aux urgences, soit au médecin traitant. Mais c'est vrai que si les droits sont pas ouverts, si l'interrogatoire est vraiment difficile, on peut tout à fait voir ce genre de patients dans les SAU. J'en vois, c'est les cystites simples que je vois, c'est des patientes qui ont un petit peu ce terrain-là. Et là, il va falloir un petit peu composer et faire ce que vous jugez le mieux. Je crois que sur l'accès à la pharmacie, je pense qu'on est habitué justement à ces patients et qu'on a l'habitude de communiquer avec eux, et on se rend compte que quand on prend le temps de communiquer, en général, on arrive à obtenir les informations qu'il faut. C'est juste que c'est beaucoup plus long. Ouais, tout à fait. Et puis pour
Pour les droits, vous savez que si vraiment il y a un problème, il y a la PAS la PAS ou les services d'urgence qui peuvent être de recours pour bien sûr soigner ces patients. Voilà. On a aussi la possibilité, si c'est des ruptures de droit pour une patiente qui, par exemple, la T2S, on peut aussi passer par la CBTS pour rouvrir ces droits-là. Vous pouvez les ouvrir avec un délai de combien? En général, on remplit un formulaire sur le site internet et quand c'est des situations simples, dans la semaine, il y a des blanchiments ouverts. D'accord. Des ruptures de T2S. Quand c'est des cartes vitales perdues, c'est en effet. Oui, tout à fait. Oui. Accéder, voilà, ceux qui vraiment sont orientés vers la PAS, voilà, ça va être la réponse, mais ça va être parfois ce que va répondre justement si on a un doute sur la situation, c'est ce que répondra le service de la sécurité sociale vers lequel on les oriente. Oui, la PAS reste un bon recours aussi quand on est embêté pour ce type de patient. On peut passer. Il n'y en avait pas d'autres? Après, je crois qu'on a d'autres, mais peut-être sur l'angine, du coup. Là, c'est la synthèse. Ah oui, c'est ça, pardon. Donc, en synthèse sur la cystite, il y a donc les critères d'inclusion, femme, âge et le délai par rapport au premier signe. Les critères d'exclusion qui sont déjà bien codifiés. Et puis, même dans le protocole, on vous donne les questions qu'il faut poser pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Je rajouterai quand même, encore une fois, les infections sexuellement transmissibles et les rapports sexuels à risque, qui sont, à mon avis, alors je suis peut-être un petit peu, j'ai peut-être que les patients justement qui posent problème, mais ça reste quand même à l'interrogatoire un élément important. Donc là sont détaillés les protocoles, mais on l'a déjà vu, je vais peut-être passer vite, Carole, non? On va passer aux autres cas concernant les angines. Donc là, vous avez un jeune homme de 22 ans sans antécédent. Il a un mal à la gorge, il a du mal à avaler, pas de rapport sexuel à risque. Qu'est-ce que vous faites? Officine. Donc je lis officine. Qu'est-ce qu'il a, ce patient-là? Qu'est-ce que vous voyez à l'examen de sa bouche? Oui, on peut passer, je suis d'accord avec ce qui est marqué dans le chat. Ce qu'on a là, ce n'est pas forcément une angine, on n'a pas d'œdème, d'inflammation ou de sécrétion des amygdales. Donc effectivement, on peut passer, pour moi là c'est une pharyngite qui ne nécessite pas d'antibiothérapie, mais plutôt un traitement symptomatique. Vous pouvez l'orienter vers l'officine pour un traitement symptomatique, mais normalement, ça ne rentre pas dans le cadre du protocole, puisqu'il ne s'agit pas proprement dit d'une angine, mais plutôt d'une pharyngite. On peut continuer. Un autre cas, c'est une jeune femme de 35 ans sous INS qui est depuis 7 jours, sous anti-inflammatoire, depuis 7 jours pour une lombalgie. Elle a des douleurs de gorge, mais n'arrive pas à ouvrir la bouche. Je vous le dis, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc je dis urgence. Pourquoi? Qu'est-ce que vous évoquez? Un abcès, oui. On peut passer. On peut passer. Effectivement, ça c'est on craint le phlegmon périamygdalien. Donc tout à fait. Là, le signe qui doit vous faire évoquer, c'est qu'elle n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Mais à l'interrogatoire, vous pouvez avoir une grosse fièvre avec frisson, altération de l'état général,
essentiellement la nuit. À l'examen, vous avez une asymétrie, vous voyez, de la gorge avec une amygdale qui bombe dans la cavité. Le palais qui est gonflé et qui contribue à la symétrie. La voix, elle est nasonnée, c'est-à-dire qu'on a l'impression de parler comme ça avec le nez. Et puis, souvent, le patient, il vous dit qu'il n'arrive pas à ouvrir la bouche, qu'il n'arrive pas à parler et qu'il n'arrive surtout pas à manger depuis quelque temps. Donc, tout ça, c'est des signes qui doivent effectivement vous faire orienter le patient vers les urgences parce que il y aura probablement réalisation d'un scanner et d'un geste chirurgical. Les INS, vous avez vu, sont des critères d'attention puisqu'ils créent une immunodépression et on a clairement, après un traitement par INS prolongé, des complications à type d'abcès. Mais ça, vous l'aviez trouvé, donc c'est bien. Là, on vous a mis là, vous les avez vus, vous les avez sur le protocole dont on vous a parlé. Effectivement, les signes de complications sont détaillés là. Vous avez aussi les torticolis qui peuvent évoquer ça ou l'hyperchialorée. Souvent, les patients sont quand même extrêmement gênés et vous n'allez pas logiquement partir vers un protocole officine parce que le patient présente quand même des signes assez parlants et assez inquiétants qui vont vous faire orienter le patient vers un avis spécialisé. Un autre cas, c'est un homme de 40 ans, un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes. Oui, j'ai anticipé. Une douleur pharyngée droite, une adénopathie cervicale droite depuis 1 mois. Qu'est-ce que vous faites ? Médecin traitant, alors oui, moi je suis d'accord, vous pouvez l'orienter vers l'officine pour réaliser quand même un test pour être sûr, mais surtout lui dire d'aller rapidement voir un médecin traitant dans les 24 heures. Pour les urgences, je dirais non parce qu'il n'y a pas de critères d'urgence, que ce soit systémique ou loco-régional, donc ça peut encore se gérer en ville. Et qu'est-ce que vous évoqueriez là ? Ouais, la syphilis. On peut passer. Alors oui, le terrain, surtout si à l'interrogatoire vous avez des rapports sexuels à risque, ça peut vous orienter vers une syphilis, d'autant plus qu'il y a une adénopathie homolatérale peu douloureuse. Donc ça vous orientera vers une syphilis. Mais après, vous pouvez avoir une angine lors d'une primo-infection VIH. Le monkeypox, moi j'ai eu des véritables angines qui ressemblaient à des angines et qui en fait étaient des monkeypox oraux après des rapports orosexuels. Et puis le gonocoque, effectivement, peut également faire des angines qui, cette fois, sont plutôt bilatérales. Donc, encore une fois, ne passez pas à côté des infections sexuellement transmissibles. Un autre cas, donc c'est un jeune homme de 26 ans, sans antécédents, qui a une fièvre depuis 5 jours et des adénopathies cervicales sensibles. Qu'est-ce que vous faites ? Officine ? Bon, déjà, on est d'accord, là, il y a une angine, on les voit bien. Alors, c'est un patient qui rentre dans le cadre d'un protocole officine. Qu'est-ce qui vous fait dire, pour ceux qui nous disent la médecin traitant, qu'est-ce qui vous fait vous orienter vers le médecin traitant ? C'est impressionnant.
Vous voulez dire les sécrétions? Eh non, non, en fait, c'est une angine érythématopultacée un petit peu... Oui, il y a des endomaties cervicales bilatérales. Donc, c'est une angine bilatérale, érythématopultacée, voire à fausse membrane, ce qui n'exclut pas un traitement par officine. Après, oui, c'est pas beau. Si vous le sentez pas, vous pouvez l'envoyer au médecin traitant sans problème. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. On peut passer. Ce patient, il a un score ISAC à 2. On l'envoie en officine, il a un score ISAC à 2, supérieur à 2, donc on peut réaliser le test. Le TROD est négatif. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit vous l'envoyez chez le médecin traitant si vous trouvez ça vraiment moche. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Donc, suivant le logarithme, il y a un score ISAC supérieur, il est incluable, score ISAC supérieur à 2, TROD négatif. Normalement, c'est traitement symptomatique et on lui donne des consignes. Mais bon, en fait, il est allé voir son médecin traitant, si on peut passer. Et il est allé voir son médecin traitant, il trouvait ça moche aussi, il l'a mis sous amoxicilline, malgré le TROD négatif. Et le patient, il vous contacte parce qu'il est tout rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal. Alors, c'est pas ENV, je suppose qu'il y a une erreur de frappe. Ouais. En fait, effectivement, bien vu. Alors c'est pas à proprement parler une allergie, même si là, ça peut l'être, mais c'est le classique, une angine virale, donc à TROD négatif, qui provoque une éruption sous amoxicilline. C'est une infection à EBV, Epstein-Barr virus, qui est le virus de la mononucléose infectieuse. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous faites de ce patient? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Vous l'orientez comment? Stop antibiotique, je suis d'accord. Traitement symptomatique, je suis d'accord. Repos. Et vous l'orientez comment? Pour la suite, vous le laissez rentrer à la maison comme ça? Oui, là, va falloir quand même l'orienter vers le médecin traitant pour réaliser une sérologie EBV ou un ménitest, exactement, oui, retour au médecin traitant, pour établir le diagnostic, lui expliquer ce qu'il a, et puis lui dire que non, c'est pas une allergie à l'amoxicilline et que, parce que vous savez, à l'hôpital, on a beaucoup de gens qui sont allergiques à l'amoxicilline et en fait, ils ne le sont pas. Souvent, c'est ces EBV qui se sont déclenchés il y a quelques années et ils restent avec leur diagnostic d'allergie longtemps, ce qui peut nous poser des problèmes, nous, après, sur les antibiotiques. C'est bon, vous avez des questions sur ce cas? Moi, j'ai une question. Quand j'ai préparé le diaporama, je l'ai montré à mon interne et elle m'a posé la question. Elle m'a dit que elle s'est posé la question s'il y a un certain nombre d'allergies du coup à l'amoxicilline déclarées, c'est pas du coup ce genre de cas. Oui, tout à fait. Enfin, nous, on a plein de soi-disant allergies à l'amoxicilline. Nous, on les teste parce que souvent, on en a besoin après dans le cadre du traitement hospitalier. Et ils sont négatifs et ils racontent qu'ils ont une éruption dans l'enfance ou en étant jeune adulte une seule fois. Donc, ça peut tout à fait être des fausses allergies à l'amoxicilline. C'est pour ça que, encore une fois, ces allergies à l'amoxicilline, j'essaye de les documenter vraiment, de ne pas rester sur un diagnostic j'ai eu des boutons une fois après de l'amoxicilline, parce que ça a vraiment un impact sur la suite de la prise en charge du patient. Et donc, je les oriente vers un allergologue pour faire des tests, des prick tests. Alors, le dernier cas, je crois,
C'est un migrant de 16 ans, arrivé la veille du Nigeria. Il a une fièvre et une odynophagie. Qu'est-ce que vous faites? Il ouvre bien la bouche, mais vous voyez ça. Ouais, très bien. Très bien. Donc là, urgence SAU. Et qu'est-ce que vous faites? Il y a autre chose à faire. Donc, je suis d'accord, vous l'orientez vers les urgences. Qu'est-ce qu'il va falloir exactement? Donc là, on a un jeune patient dont on ne connaît pas la couverture vaccinale, qui arrive d'un pays à risque avec une angine à fausse membrane qui peut évoquer une diphtérie. Donc effectivement, on peut passer. C'est orientation urgence et surtout pour vous prévenir et protéger vos patients et tous les gens qui vont prendre en charge ce patient, c'est lui donner un masque chirurgical pour bien l'isoler sur le plan respiratoire pour limiter au maximum la transmission secondaire. On peut passer. Donc la diphtérie, c'est des diphtéries à fausse membrane, vous voyez, très blanches qui se détachent. En France, c'est essentiellement des cas importés. Il y a quelques cas autochtones, mais qui sont à un autre type de bactéries. Et là, c'est cliniquement l'angine pseudomembraneuse fébrile avec la dyspnée laryngée qu'on appelle le croup, qui doivent vous faire évoquer le diagnostic. Là, bien évidemment, vous comprenez bien qu'on ne rentre pas dans le protocole, il rentre d'un voyage. On a une angine pseudomembraneuse, c'est un patient mineur, migrant, etc. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qu'il va falloir réorienter. Là où je voulais insister, c'était sur l'isolement respiratoire que vous devez mettre en place dès que vous évoquez le diagnostic, sans traîner. Donc là, il y a des complications potentielles que vous connaissez peut-être, avec une létalité s'il n'y a pas de traitement. Et puis là, je vous ai mis la petite carte des pays qui sont touchés, en sachant que il y a l'Afrique, l'Amérique du Sud, mais il y a aussi l'Europe de l'Est qui est énormément touchée et pour lequel parfois on a quand même des migrants qui viennent également chez nous. Donc à prendre en compte. Heureusement, l'incubation est plutôt courte, moins de 10 jours. Donc si on a la notion de voyage, on peut vite redresser le diagnostic. Voilà. Donc là, je vous ai remis les critères d'exclusion, mais que vous avez déjà vus. Excusez-moi si ça fait redite. Et puis surtout, j'en ai fini avec les cas cliniques. Je ne sais pas si vous avez des questions, si Alors après, faut pas que vous ayez peur. Là, je vous ai donné des cas, les cas un petit peu particuliers parce qu'on m'a demandé de traiter les risques. Mais ce que vous voyez, c'est que le protocole, il est suffisamment bien fait pour couvrir ces risques-là. Donc, il n'y a pas de particulier. On avait une question qu'on avait reçue. Dans le cas d'un TROD angine, une rhinite allergique peut-elle passer inaperçue? Je comprends pas la question. Si on fait un TROD... Ah si, j'ai compris. Normalement, sur une vraie angine à strepto, ça sort quand même relativement bien positif, même si on a un jetage postérieur et important. C'était votre question? Je pense que ça devait être ça. Y a-t-il un risque à trop tester? C'est une autre question qu'on avait reçue. Y a-t-il un risque à trop tester? C'est de tester trop souvent. Trop tester? Non, là aussi, le protocole, il restreint assez. Il y a des critères d'inclusion, il y a le score de Makisak, donc il y a... Non, il y a... On a une autre question dans le chat. Avez-vous déjà constaté des erreurs dans l'application des protocoles menés par les officinaux? Alors,
Non, j'ai pas eu de cas clinique comme ça à vous raconter où il y a un traitement qui a été, un patient qui a été protocolisé et qui s'est dégradé. En tout cas, je vois pas pourquoi il y en aurait plus que par le médecin traitant. Non, j'ai pas constaté d'erreur. Il y a des bugs. J'ai pas constaté d'erreur. Après, qu'une cystite se transforme en pyélo, même si elle a été traitée, ça arrive, hein, et ça arrive en médecine de ville. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est surtout sur des terrains particuliers. Je confirme. Des terrains à risque de résistance ou d'immunodépression. Est-ce qu'il reste des questions? Après, on avait reçu des cas, mais c'était des cas particuliers, je pense, et compliqués, donc peut-être que c'est pas tout à fait adapté au webinaire, mais on pourra transmettre éventuellement. Oui. Vous voulez mettre un cas? Oui, il y avait un cas qui nous avait été proposé, c'était infection avec E. coli, Beta-lactamas, et antibiotiques. Ah non, pour moi, c'est les personnes avec cancer de vessie ou JJ qui font une infection urinaire doivent faire un ECBU, oui. Adressage possible sur protocole cystite ou inutile, non. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Et si on a une infection sur une JJ, il va falloir discuter l'ablation de la JJ. Enfin, il va falloir faire une imagerie, faire le CBU. Et si c'est seulement un antécédent de cancer de vessie, est-ce que le fait qu'il y ait un geste... L'antécédent de cancer de vessie, non. La JJ, oui. La JJ en place, clairement, oui. Et des patients qui auraient eu des infections urinaires avec des résistances sur les précédentes analyses d'urine, est-ce qu'on peut quand même... Alors, les patients qui ont des portages avec Escherichia coli, BLSE, oui, clairement, il doit avoir une CBU. Donc, il ne rentre pas dans le protocole. Okay. La colonisation de moins de, je crois que c'est 6 mois, il faut absolument il faut avoir un ECBU, ouais. Parce qu'après, on risque de négativer les prélèvements. Donc, mais là, c'est parti dans le protocole, vous les avez, hein, c'est les patients qui ont des anomalies morphologiques urologiques. Merci beaucoup. Est-ce que Frédéric, tu veux ajouter quelque chose? Excuse-moi, je vais réactiver le son. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Je pense que tout a été clair. Je veux remercier le docteur Savini pour ces cas très, très intéressants, très concrets, et qui peut-être vont nous aider. Peut-être pas, peut-être un peu des cas extrêmes, mais c'est intéressant de moins les avoir vus une fois. C'est très sympa de nous présenter. Oui, puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'en fait, ces cas un peu qui pouvaient parfois être embêtants, en fait, sont couverts par le protocole. Donc, c'est aussi pour vous rassurer sur ce protocole qui reste quand même très, très, très complet. Il n'est pas si simple que ça à appliquer, je pense. Quand on n'a pas l'habitude, je pense que quand on le fait régulièrement, ça va, mais je pense que les critères d'inclusion, d'exclusion, les questions, la traçabilité, ça demande un temps certain et une attention certaine. Ah, parce que les cas d'abcès, je pense qu'on en a tous eu, hein, donc c'est vrai que avec des patients qui nous demandent systématiquement, vous savez qu'on subit pas mal de pression de la part des patients, que ce soit pour les angines ici, je pense aux angines où ils nous demandent de leur donner des AINS. On a quand même des AINS qui sont en libre accès qu'on peut donner comme ça. Et c'est vrai qu'on a notre rôle à jouer pour les sensibiliser et éviter des cas qui peuvent dégénérer en ayant l'idée qu'il y a quand même un risque. C'est vrai que le cas avec clairement, les anti-inflammatoires, je suis infectiologue, c'est vrai que de recrutement, je pense, mais
c'est quand même assez fréquemment ces patients-là qui se compliquent de manière Mhm. retardée et parfois de manière dramatique. Donc les INS, mais vous le savez comme moi, hein, c'est vraiment des médicaments euh, qui sont pas anodins et que en libre service, parfois, ça peut être questionnant et en tout cas, il faut que ça soit accompagné de vos conseils. Comment Clairement. c'est bien vous entendre. On a coupé la caméra on vous entend haché malheureusement, mais je pense qu'on a tous compris ce que vous avez dit. Donc, comme je disais, le webinaire sera Voilà, enregistré. merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, si vous Très êtes bien. d'accord, Merci beaucoup. nous allons pouvoir mettre fin au webinaire, pardon. Si vous pouvez, donc, donc si vous voulez pardon, si vous voulez évaluer le webinaire, vous pouvez remplir le questionnaire. Donc, je vous invite à cliquer maintenant et je vais mettre fin au webinaire. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée à tous.